salut le gang tricot. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors c'est le numéro 8, nous sommes le 15 octobre et j'ai mis pas mal de temps à revenir ici. Non pas que je pensais pas à revenir chaque semaine et à me dire il faut que je tourne, mais il s'est passé quand même pas mal de choses. On s'est vu la dernière fois, c'était au mois d'août, fin août, au moment de la sortie du pull fluffy. Alors je me rappelle plus si c'était juste avant ou juste après, mais je me souviens que je vous en avais fait la présentation. Et voilà, ouais. Donc on est au mois d'octobre, là c'est bientôt les vacances scolaires. Je me suis dit la semaine prochaine j'ai les enfants avec moi, là il n'y a plus le choix, il faut que je vous tourne un épisode. Et puis en plus j'ai plein de choses à vous dire. Alors on va commencer, c'est parti pour ce 8e épisode. Déjà, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur d'être de plus en plus nombreuses à vous abonner, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube. J'essaye de faire un petit contenu autre que les podcasts qui accompagnent les patrons, mais pas que. C'est-à-dire, si vous prenez pas mes patrons, bah, c'est pas grave, c'est toujours l'occasion de pouvoir avoir de nouvelles techniques. Mais j'y reviendrai après. Alors, au programme aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses. J'ai fait une petite sélection parce que c'était vraiment le moment de vous les présenter. Et puis pour certains, il y avait un lien sur plusieurs projets. Donc je trouve ça intéressant du coup de faire une présentation où je vais vous parler d'un fil, mais qu'on va retrouver peut-être dans deux. Là en l'occurrence dans deux projets. Il y aura la tenue de cérémonie pour ma fille. Mes enfants se sont baptisés. Alors normalement ils devaient être baptisés au mois d'avril. J'avais prévu pour... alors mon garçon lui rien du tout. J'ai été dans le commerce lui acheter son petit pantalon, sa chemise, enfin bref. Et pour ma fille par contre je m'étais mis dans l'idée de lui tricoter un pull et de lui coudre une robe. Moi qui ne suis pas très avancée en couture, bon, je suis contente du résultat, ça s'est bien passé. Je vous expliquerai les petites difficultés que j'ai pu rencontrer. Et voilà. Donc du coup, ça devait être au mois d'avril. Donc le gilet était, à mon sens, indispensable, ce qui peut faire encore un peu frais au mois d'avril. Là, finalement, ils ont été baptisés le 20 septembre. On a eu une très très belle journée, même si le mois de septembre a été ponctué d'averses. Il a fait super beau, comme tous les ans, le 20 septembre, c'est également la date d'anniversaire de mon fils, donc j'ai toujours ce point de repère, il fait toujours beau, qu'on se trouve en Haute-Savoie ou à Paris ou n'importe où, il fait toujours beau le 20 septembre. Et du coup, elle a porté le petit gilet, je crois que j'ai même pas de photo où elle le porte. Et je crois qu'elle l'a mis ici, peut-être en rentrant dans l'église, mais après, même dans l'église, elle n'en a pas eu besoin. Et j'ai choisi le pull, pardon, pas le pull, le petit gilet Trescao de longue avec Anna. Voilà, qui est caractérisé par ce petit raglan, d'ailleurs qu'on retrouve, alors je me rappelle plus du nom ça doit être c'est le Trescao en plus. Est-ce que je dis des bêtises? Je dis des grosses bêtises parce que c'est pas celui-là, c'est le rosa. Voilà, le petit gilet rosa, pardon, de longue avec Anna. Et il y a également donc la version femme, adulte, qui existe. C'est un petit gilet qui est plutôt assez court. Et c'est ce que je souhaitais. Là, c'était donc porté avec une robe. Je voulais pas d'un gilet trop long. Ma petite poupoule, c'est une gourmande. Je vous mettrai des photos d'elle avec la robe. C'est plus joli si elle a quelque chose qui lui arrive à la taille, plutôt quelque chose qui lui alourdisse, comme ça, qui lui arriverait trop bas au niveau des fesses. Il a été très rapide à tricoter. C'est un pull qui se tricote avec une grosseur d'écart ou avec deux fils, un fil fingering et un fil lace. J'ai utilisé le fil Arwetta classique de fil Colana. J'en ai d'ailleurs encore beaucoup trop parce que j'ai eu sur les métrages, Anna préconisait, donc je l'ai tricoté en taille 10 ans, Anna proposait une quantité environ nécessaire de 520 mètres et j'en ai utilisé entre 300 à 350 grammes selon la lace ou la fingering. Donc du coup il m'en reste quand même pas mal. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Je voulais un petit gilet blanc ou tout du moins un écru qui tire pas trop vers le jaune. Et étant donné que je l'ai tricoté avec le fil
lace Bel Air d'ailleurs que je vends en boutique, mais moi je le vends coloré, mais c'est un peu comme de la kit silk, alors pas dans le même pourcentage que Drops, mais je sais que beaucoup l'ont tricoté avec ce mohair là. Pourquoi je disais ça, blablabla. Et donc oui, donc moi celui que j'ai en boutique qui est que je vends coloré, mais pardon, que j'ai pris du coup au naturel, il est quand même vraiment, moi je le trouve qui tire vraiment fort sur les crus. Et d'ailleurs, je trouve que le mohair, il a quand même tendance à prendre le pas même sur le fond. Et alors là, vous avez l'impression qu'il est... Ouais, si, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bon, ça allait très très bien. Mais c'est pour ça que je voulais vraiment prendre une fingering qui soit la plus claire et la plus neige possible. Pour pas trop apporter une touche comme ça trop jaunâtre au petit gilet. Tricotage, rien de spécial. C'était un tap down, oui c'est ça. On est sur une construction raglan, hein, donc les raglans sont bien caractérisés, on les voit nettement puisque vous avez la petite dentelle qui vient encadrer à chaque fois le raglan d'épaule. Voilà, rien de spécial. J'ai peut-être mis 2-3 petites notes sur ma fiche Ravelry. Je vous encourage à aller voir si vous faites une petite recherche ou si vous voulez tricoter ce gilet-là. Anna l'a gradé du 3 mois au 12 ans. Moi, il était grand temps que je le fasse parce que voilà, peut-être je le referai parce que c'est vrai qu'elle le met bien, mais du fait qu'il soit blanc, celui-ci, j'ai toujours peur qu'elle me le salisse ou quoi, donc c'est vrai qu'on le met plutôt à la maison celui-ci. Elle me met d'autres pulls à l'école et celui-ci on y fait un peu plus attention. Les petits boutons, je les avais trouvés à Fil 2000, c'est rue Réaumur je crois, donc donc pour les parisiennes, vous devez forcément connaître cette petite boutique. C'est une boutique qui est microscopique, il y a toujours un monde fou à l'intérieur et dès que vous avez besoin de petites merceries, le fil, les boutons, les fermetures de toutes sortes, les rubans, etc. Ils ont un gros choix là-bas, les prix sont très corrects et donc j'avais trouvé ces petits boutons là qui sont tout simples et que j'avais surtout déjà à la maison. En fait, je ne les ai pas achetés pour le pull, j'ai déjà cherché dans ce que j'avais dans mes fournitures. Voilà pour le petit gilet rosa. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? Non, c'est bien. Ok. Et donc la petite robe que je lui ai faite. Alors déjà au niveau du tissu, j'avais été avec ma copine Valérie du compte Instagram Le Fil ou Rien. On avait été faire une petite virée dans le sentier et j'avais mis dans un coin de ma tête que je recherchais donc un tissu pour faire la robe de ma fille et on est tombé dessus, pouf, impeccable. C'était exactement le genre de tissu qui convenait très très bien. Je vous le montre d'un petit peu plus près. C'est un tissu couleur un petit peu, moi j'appelle ça dragé. C'est un rose qui tire un peu sur le pêche, mais qui est très très clair et que je trouve très très élégant grâce à alors j'ai pas les termes, je suis pas bonne en couture, je sais pas comment s'appelle ce genre de tissu. La composition, il me semble que c'était un coton, mais alors dans quelle proportion je ne sais plus. Je ne sais même pas si d'ailleurs le vendeur me l'a spécifié, mais j'ai touché le tissu, il me plaisait, il avait quand même une certaine tenue et j'avais envisagé au début de faire la robe Icati, la Louise d'Icati que j'ai déjà fait à ma fille en version avec les manches longues. Le petit col, non, je n'avais pas fait le col volanté, je lui avais fait un peu ce genre là, enfin bref, et voilà. Au final, elle a quand même une certaine carrure ma fille, et du coup dès qu'elle bouge, dès qu'elle fait ce genre de mouvement, tous les petits boutons qu'il y avait dans le dos, je sais que quand elle me met l'autre robe, elle a tendance à en classe clairement les petits boutons s'ouvrent. Alors soit mes boutonnières n'étaient pas assez serrées et j'ai mal réalisé mes boutonnières et du coup voilà le problème, ce qui explique. Mais du coup, j'ai créé un patron. J'ai créé un patron, je l'ai créé juste pour l'occasion. Et je suis partie d'un petit t-shirt qu'elle a, donc pour avoir la hauteur d'emmanchure.
L'encolure, je sais plus, je crois que je l'ai un peu traficoté, mais c'était un petit top d'été, donc c'est possible que ça soit assez similaire à ça. Voilà. Et comme ça, j'avais surtout la largeur. Voilà. Donc je me suis basée un petit peu sur ce t-shirt. Et surtout, pour régler, donc j'avais quand même ce problème de dos et de tour de poitrine qui est... quoi, elle n'a pas de poitrine, mais elle a un tour de buste qui est quand même, pour sa taille, qui est assez important. Et du coup, je voulais qu'elle puisse être à l'aise ce jour-là, pouvoir bouger sans avoir de contrainte de se sentir engoncée dans une robe de cérémonie. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais lui faire un petit dos comme ça. Donc, c'est un dos qui est croisé. Là, du coup, du fait de cette ouverture, bah, elle était trop bien. Puis alors, vu la période, le mois de septembre, c'était trop, trop chouette. Donc, j'ai fait un petit système, voilà, qui se croise, qui est tout doublé. Alors, je suis désolée, je vois pas du tout ce que je vous montre. J'espère que c'est cadré. Et la fermeture là-haut, juste par un petit bouton. Hop, ce genre de petit bouton là. Tac, voilà. Ce genre de petit bouton là. Et la fermeture est à l'inverse du... Non, d'ailleurs, vous voyez. Attendez. Comment j'ai fait mon affaire? Oui, c'est ça. Hop. Quand c'est fermé, je trouvais ça joli ce pan-là soit par-dessus et puis qu'ensuite il passe en dessous. Et voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Voilà, je trouvais ça plus sympa. Hop, d'inverser du coup le dessus-dessous et inversement. Voilà, donc une petite robe comme ça pour le haut. Pour le bas, bah, du coup le bas c'était assez simple. Parce qu'étant donné que je voulais des... Alors au début je voulais des fronces et puis après je me suis dit ah les fronces ça a un peu tendance à... Voilà, à faire meringue. Donc je me suis dit je vais faire des plis plats. Je pense... Désolée les couturières si c'est pas les bons termes. Donc j'ai fait des plis plats. J'ai pris au moins 2 fois la circonférence. J'ai doublé en fait pour pouvoir avoir de quoi faire mes plis plats. Et puis après j'ai divisé donc ce grand rectangle en combien de parties je l'ai fait? En 4, oui c'est ça, en 4 parties. Et puis après sur chacune des parties j'ai pu... donc ça, cette technique là je l'avais vue un petit peu dans la robe Ikati la Louise, mais c'était des fronces. Mais finalement l'idée de séparer comme ça en 4 morceaux pour pouvoir vraiment avoir un nombre de... Oh, je suis vraiment nulle, je sais pas comment vous dire ça. Un nombre de le même nombre de centimètres par portion, de façon à ce que tous les plis soient de même... la répartition du tissu pardon, soit la même partout. Voilà, du coup je m'étais dit bon j'ai fait ma petite affaire. Et j'aime beaucoup ça aussi, avoir un devant plus court que l'arrière. Voilà. Et alors, où je suis très contente, je vous montre. C'est ça, c'est mon petit... voilà, quoi. Ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais bon, j'étais contente de ma petite finition. Je trouvais ça joli d'avoir une belle pente ici sur le côté de la robe. J'ai doublé, j'ai fait un empiècement sur l'intérieur. Seulement sur l'intérieur et un peu à hauteur de quoi, jusqu'à sous poitrine, c'est-à-dire à peu près 4 cm plus bas que l'emmanchure. Et par contre le dos j'ai tout doublé. J'ai tout doublé le dos parce que comme j'ai mon système, comme c'est doublé comme ça, comment j'ai fait? Ah oui c'est ça, bah voilà, j'ai fait mes pièces endroit contre endroit pour avoir ici quelque chose d'hyper propre à ce niveau-là. Et à l'intérieur, ça donne à peu près ça. Voilà. Donc ça c'est le dos et puis là c'est le devant. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'était relevé, le défi a été relevé, j'étais contente. Et donc je l'ai fini finalement parce que ça c'était un peu le calvaire. Autant le tricot, au mois de mars, il était tricoté pour le baptême initialement prévu au mois d'avril.
Et autant j'avais le tissu, mais alors la couture, moi c'est le genre de truc que je repousse toujours un peu, faut s'installer, faut réfléchir, faut... Donc je m'y étais pas mise tout de suite et la cérémonie a eu lieu le 20 septembre et je crois l'avoir terminée 3 jours avant. Je m'y suis mise en fait le lundi pour le dimanche. Et bon, ça s'est bien passé. Là où c'est pas beau et où je suis pas très contente, mais c'était trop tard. J'étais trop avancée dans la confection, tant pis, trop tard. C'est ça qui est pas beau. C'est mes petites... d'ailleurs, j'ai pas réussi à le planquer. Et dans mes rêves les plus fous, je me suis dit c'est pas grave, elle aura le gilet. Manque de peau, elle a pas mis le gilet de la journée, elle a mis que la robe. Et voilà, donc c'est vrai que là au niveau des bretelles, j'aurais dû faire un assemblage complètement caché et je me suis retrouvée trop tard, j'avais déjà assemblé, j'étais trop avancée, j'ai dit bah tant pis. Et voilà, petite robe toute mignonne et franchement qui m'a pas trop fait de nœud au cerveau, ça s'est plutôt bien passé. Heureusement que j'avais ce t-shirt un peu en point de repère pour y arriver. Donc voilà, on parle pas souvent de couture ici, mais voilà, bon des fois ça viendra ponctuer le podcast. Deuxième couture, c'est celle que je porte, c'est le petit top, le Ogden Camille de... Je vous mettrai le nom. C'est en regardant le podcast de Jolie Laurier que ça m'a fait tilt. Il y a un autre petit top comme ça qui est très très connu. Je me souviens plus non plus de son nom. Enfin bref, mais à chaque fois que je le voyais passer, bon moi il me tentait pas. Et du coup quand j'ai vu le podcast de Jolie Laurier, ça a résonné en moi. J'ai dit mais oui, je suis complètement du même avis. Moi qui n'ai pas beaucoup de poitrine, c'est pas... L'autre, il me plaît pas plus que ça. Et celui-ci, c'est vrai qu'en le voyant porter, et j'en ai un ou deux de confection commerce que je mets beaucoup l'été et qui ressemblent pour le coup beaucoup à celui-ci. Et je me suis dit, bingo, il faut que je le fasse. Donc j'ai trouvé ce petit tissu chez Benitex à 5 € le mètre. Et d'ailleurs, j'en ai même pas utilisé un mètre parce que la laise était de 140 cm. Du coup, au niveau de mes coupes, ça a tout bien fonctionné. Et j'ai pu... il m'en reste même encore un peu. Alors, je sais pas ce que je vais en faire parce qu'un petit bout de tissu comme ça... peut-être un chouchou, à part un chouchou pour ma fille. Je vois pas ce que je peux en faire. Si vous avez des idées, je sais pas, il doit me rester... il doit me rester parce que du coup bah non mais j'ai beaucoup, mais par contre c'est sur la laisse que j'ai plus grand chose, donc j'ai un grand morceau mais dans ce sens là et je dois avoir peut-être 50 cm. Ouais, 50 cm. Bon, je m'éparpille. Donc le Ogden Camille, c'est un petit top qui alors au début quand je l'ai coupé, j'ai eu un peu peur que ça soit un peu trop juste. Pourtant j'étais pile poil dans quoi. Quand je regardais le tableau des mensurations, tout tombait bien, c'était pas mal. Mais j'avais peur d'être un petit peu juste. Et du coup j'ai agrandi ici. Bon, clairement sur les prochains je pourrais je pense réduire. Bien qu'après il faut quand même pouvoir l'enfiler. Donc après on est en mode plongeon pour essayer d'enfiler le truc. Donc faut pas que ça soit non plus trop serré. Mais je peux gagner je pense un demi-centimètre de chaque côté. Je vais me retourner pour vous montrer. Donc ça c'est le devant qui est un peu plus haut que l'arrière, qui a une jolie forme pareille en V, mais qui est un peu plus profond. Et normalement je ne me vois pas, mais ouf, ouais, normalement voilà, ça cache bien la bretelle de soutien-gorge. Et voilà, c'est le genre de petit top que j'aime beaucoup, qui est tout... alors la fluidité elle est due au tissu forcément. J'ai pris une viscose et qui est toute souple. Et puis je vais vous montrer là ensuite en bas. On est sur... Alors, du coup il est un peu froissé. Hop là. Mais c'est un petit... Donc là c'est la longueur préconisée dans le patron. J'ai pas allongé, j'ai pas raccourci. Et donc là c'est affreux, c'est tout froissé. Mais pour vous dire que la coupe elle est pas droite, elle part légèrement, elle s'évase et du coup voilà, c'est bien. Je sais que je vais le porter vraiment souvent, même
en été, quoi, surtout en été ou même en hiver, en dessous un petit gilet. C'est vraiment le petit caraco que vous pouvez mettre quand vous avez un gilet un petit peu échancré ou ajouré ou pas, ou juste comme ça parce qu'il fait beau et qu'il fait bon chez vous et qu'il y a le chauffage qui est là. J'habite dans un appartement où il y a le chauffage collectif. Alors c'est pas super parce que franchement c'est clair qu'on se dit mais tout ce chauffage et pourtant donc nous tous nos robinets sont les robinets, les trucs qu'on tourne sur les vieux radiateurs sont complètement coupés, mais rien que le circuit, quoi, pas les câbles, les tuyaux finalement nous chauffent et il fait une chaleur dingue. Donc du coup à la maison c'est vrai que c'est pas là où je porte le plus mes gilets, mes pulls. Je suis souvent en petit top ou voilà. Pourquoi je parlais de ça? Blablabla. Bla, bla, bla. Donc le Ogden Camille, les petites bretelles sont faites, sont prévues pour être faites dans le tissu du top. Mais j'ai très envie, et ça du coup je ferai attention les prochaines fois où je me baladerai dans des merceries. J'aimerais me trouver des petites bretelles, pas déjà faites, mais vous savez, ces espèces de petites sangles ou ces petites... sangle, c'est pas le terme, mais dans tout ce qui est ruban, au rayon ruban, il y a des jolies choses, des fois des trucs un peu tressés, et si c'est accordé avec le tissu, ça peut être super joli, et voilà. Donc ça, c'est bien. Il y a une parmenture devant et une arrière qui s'arrête à peu près ici. Donc voilà, ça finit bien. Je suis pas encore très experte sur le petit V ici, mais c'est pas si mal. Et puis je crois que c'est là où il gondole un petit peu. J'ai dû peut-être un peu trop tirer sur mon tissu. J'aurais dû le laisser avancer tout seul pour pas distendre peut-être mon tissu. Je pense que ça vient de là. J'ai fait mes petites encoches au ciseau pour que le tissu se positionne bien et s'ouvre bien avant de le retourner, tout ça, voilà. C'est un patron qui est tout en anglais, voilà, mais il y a tellement peu d'étapes que même si vous parlez assez peu anglais, il y a le schéma en dessous de chaque étape où on voit bien tout, ça se fait plutôt bien, et puis avec Google Traduction, vous pouvez aisément vous aider si c'est pas très clair. Voilà pour celui-ci, ça c'est bien, le petit top, voilà. On en a fini avec la couture, ouais. Alors maintenant on va passer à la rubrique que j'ai pas fait depuis peut-être 1 ou 2 épisodes, c'est la rubrique du fil au projet. C'est une rubrique que j'aime beaucoup parce que elle me permet de vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix de laine. Ce qui me passionne le plus dans le tricot, alors la couture, j'aimerais en faire plus, mais on peut avoir la même réflexion finalement avec la couture, mais c'est vrai que je l'applique beaucoup moins. Avec le tricot, c'est quelque chose, j'ai une vue beaucoup plus claire et beaucoup plus directe avec le tricot, et puis peut-être aussi parce que comme je teins la laine, j'ai vraiment la sensation d'avoir un ouvrage dans sa globalité, et ça me procure énormément de plaisir. Et voilà. Donc cette petite partie du fil au projet, elle est partie sur un fil que j'avais pris il y a déjà 2 ans et demi, quoi, il y a un petit moment. C'est un fil qui contient 50% de chameau et 50% de soie. Ce qu'il faut savoir, c'est en général, dans la famille des camélidés, vous avez le chameau, l'alpaga, et puis ensuite vous avez tous les animaux un peu sauvages de ces 2 familles-là, avec le guanaco et j'ai perdu l'autre, la vigogne, voilà. Mais en général, ces fibres, ce sont des fibres qui sont assez molles. Et d'ailleurs, effectivement, pour celles qui ont déjà... Alors le chameau, vous l'avez peut-être pas toutes tricotées, c'est un peu moins courant de trouver une composition avec du chameau dedans. Mais en tout cas, l'alpaga, ça c'est quelque chose qu'on peut plus facilement trouver.
Et dans le rendu du tissu, vous avez peut-être dû vous apercevoir que en tricotant cette fibre, c'est une fibre qui est molle, hein. On n'a pas, on n'a pas tant de tenue que ça. C'est quelque chose qui a souvent dû draper, et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que souvent dans ces compositions avec l'alpaga, je trouve que de marier l'alpaga à la soie ou le chameau à la soie, et ben on renforce encore plus ce drapé, et on a quelque chose de mou mais qui est fluide, parce qu'avoir quelque chose de mou mais qui tombe et puis sans avoir de drapé, c'est un peu dommage. Donc là en l'occurrence c'est ce fil-ci. Alors je l'avais teint comme ça. Bon voilà, c'était une teinture quasi solide. La soie prend tout de suite en général à la teinture. Vous avez d'ailleurs, il y a des zones un peu plus foncées. Là pour le coup, c'est pas une question de technique de teinture. Là c'est vraiment à cause de la soie. Parce que j'avais fait un départ sur une teinture à froid. Et en général sur une teinture à froid, pour peu que je me fasse pas tremper dans une eau vinaigrée avant ma laine, la diffusion du coup de la teinture va se faire vraiment très très lentement, et ce qui peut accélérer donc le processus de teinture et ce qui va fixer ensuite la couleur, c'est le fait de faire un bain acide. On est d'accord, hein, encore une fois je vous parle, moi je travaille exclusivement avec des pigments qui réagissent en milieu acide, donc il faut à un moment donné pour fixer le colorant avoir soit au préalablement mis à tremper votre laine dans un bain de vinaigre, soit pendant le processus ajouter de l'acide citrique par exemple pour avoir ce bain acide. Tout ça pour dire... ah oui, et deuxième facteur, donc il y a l'acidité, et deuxième facteur, il y a la température de l'eau. Donc l'eau doit effectivement atteindre une température de 80. Alors, je vais être un peu plus large parce que ça va dépendre des fibres. Selon les fibres, je vais monter mon bain à telle ou telle température, mais on va dire entre 75 et 85 degrés dans la grande majorité. Donc 50% soie, 50% chameau, et j'ai choisi pour mettre en valeur ce fil, donc je l'ai tricoté il y a déjà 2 ans, je l'avais terminé le 20 octobre 2018. J'ai écarquillé les yeux quand j'ai revu ça sur Ravelry en vérifiant pour préparer le podcast. Je me suis dit waouh, déjà 2 ans, c'est un truc, c'est fou, le temps passe vraiment très vite. Et j'ai choisi de faire le pull RL de Longue avec Anna. Donc aujourd'hui, ça fait deux pulls que je vous montre de cette designeuse là. Voilà, donc c'est Anna Dervaux, et le pull RL qui est très largement connu, fait à peu près par toutes les tricoteuses de France et de Navarre. Et voilà. Donc c'est un pull, il se caractérise par une construction drop shoulders. Drop shoulders, je vous rappelle, c'est donc épaule tombante, hein, puisqu'on est, vous voyez, la ligne d'épaule arrive ici. Et il est boxy, très confortable, très chouette. Moi j'ai fait un peu plus, je sais que sur les manches j'avais fait un peu plus de diminution. Je sais plus pourquoi, je pourrais plus vous le dire, c'était il y a 2 ans. Pourquoi j'ai décidé ça, je ne sais pas. C'est peut-être une erreur, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, le fait est, c'est fait. Voilà. Donc il est très sympa, une petite encolure qui arrive proche du cou, mais qui est quand même bien dégagée. Et vous avez ce petit motif qui, donc la construction du pull, on commence par monter toutes les mailles du bas du pull, vous faites les côtes, et puis ensuite on va monter comme ça jusqu'en haut avec ce petit motif qui est très présent en bas du pull, et puis ensuite qui se raréfie de plus en plus jusqu'en haut. Voilà. On termine par un rabattage à 3 aiguilles sur la ligne d'épaule. Alors, ça aurait été à refaire. Moi, je le referai pas en 3 aiguilles. Alors, je pense que je l'ai fait aussi peut-être un petit peu serré, ce rabattage. Et quand je le porte, je le sens. C'est-à-dire, je la sens, je sais pas, il y a un truc qui me dérange là sur la ligne d'épaule. Et j'aurais peut-être dû faire un grafting là-haut. Moi, le grafting, ça me pose pas de soucis. Voilà. C'est vrai que le rabattage à 3 aiguilles, c'est une technique qui est hyper agréable, c'est assez rapide.
et on n'a pas besoin de reprendre du fil, etc. sur une aiguille à laine. Mais pour le coup, moi, ça me dérange. Donc voilà. Ça, je sais que maintenant, le rabattage à 3 aiguilles sur une ligne d'épaule, si je cherche un patron à faire, c'est peut-être pas ce que je vais chercher, ou en tout cas, je l'adapterai en faisant un grafting en haut. Voilà, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment... Alors souvent, hein, quand vous choisissez de faire un pull boxy, il vous faut... il y a vraiment des fibres qui sont à privilégier. Je vous conseille l'alpaga, pourquoi pas. La soie, très très important. Si en plus de l'alpaga peut y avoir de la soie, ou si en plus d'une autre fibre que je vais vous citer juste après peut y avoir de la soie, c'est parfait. Donc alpaga, soie, et le troisième c'est le yak. Le yak aussi a une belle et assez soyeux. Il est d'ailleurs très très souvent mélangé avec de la soie. Ces 3 fibres là, en général, vous assurent une fluidité dans le pull, dans le tissu qui est vraiment belle. Et voilà, donc quand vous avez un boxy à faire, je vous encourage vivement à choisir ces fibres là. On est d'accord, le mieux quand... moi j'adore les mélanges, j'ai vraiment énormément de mal à faire une sélection de fibres, notamment pour les designs sur lesquels je suis en train de réfléchir, ou même pour le fluffy. J'ai du mal à choisir une fibre où il n'y aurait qu'à 100%... alors c'est souvent le mérino qui est à 100%, sinon on a toujours des mélanges. Mais j'aime bien me dire que dans un fil, on peut avoir profité des qualités de la soie, et puis aussi un peu de ça, parce qu'un pull, c'est pas que de l'élasticité, donc c'est pas que... donc selon la coupe, est-ce que je veux plus de rusticité, est-ce que je veux quelque chose de très soufflé, très aérien, vraiment aérien, est-ce que je veux quelque chose de plus serré, quoi. Il y a tellement de possibilités et je trouve ça hyper intéressant du coup de faire vraiment, de viser le plus juste possible sur une qualité de fil qui mettrait vraiment en valeur le pull. Donc déjà rien que de réfléchir à ça, pour moi c'est un petit bonbon, voilà, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à aller faire des petites recherches, j'aimerais bien, vous savez que ça fait quand même... depuis que j'ai commencé le podcast, j'avais dans l'idée de vous faire une présentation un peu globale, mais en même temps un peu détaillée de chaque fibre. Donc sur le mérino, sur les camélidés, sur la soie, sur tout ce qui peut être aussi végétal, donc le coton, le chanvre, je l'ai sur le bout de la langue, ça va me revenir, le tencel, le bambou. Il y a tellement de... Et puis je reviens sur l'animal avec pourquoi pas le cachemire, la soie, mais du coup pas la soie de mûrier, mais la soie de fil d'onyx. Il y a vraiment... Quoi, le sujet est tellement vaste, savoir de quoi est fait un brin de laine, retordu, pas retordu, quel traitement il a pu subir. Alors bien sûr, il y a des livres, il y a Internet qui peut vous renseigner là-dessus. Mais dites-moi si... parce qu'au début, j'avais pensé à vous faire comme un Kesako et à part des vidéos, vous faire une petite vidéo sur la thématique de celui-ci, ça va être le mérino. Et puis un autre sur autre chose. Et puis, je le fais pas. Pour le coup, je le fais pas. Pourtant, j'ai déjà pris beaucoup de notes en vue de vous le faire. Et puis, je l'ai encore jamais fait. Et je me dis, ou alors, est-ce que je l'intègre ici dans un moment du podcast? C'est à voir. Et surtout, dites-moi si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que ça me demande quand même... alors, je le fais d'abord pour moi, parce que ça m'intéresse, mais après, de vous le restituer me demande quand même un gros travail. Donc, si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir. Et c'est comme ça que quand je vous dis à la fin de l'épisode partager et tricoter, c'est pas partager mon podcast, ça m'intéresse pas. Ce qui c'est partager les informations, partager vos retours d'expérience, parce que c'est comme ça que notre communauté se nourrit, et puis c'est comme ça qu'on apprend toutes, qu'on évolue toutes, et voilà. Bon,
je m'éparpille. Donc les fibres, blablabla, c'est ce que je vous disais. Donc le pull RL, pareil, il y a une petite fiche sur Ravelry si vous voulez en savoir plus. Je crois, alors je l'ai spécifié, apparemment j'ai spécifié que j'avais monté tant de nombre de mailles. Je pense, quand j'ai regardé mais rapidement, je ne suis pas retournée dans le patron d'Anna pour vérifier dans ma taille combien il y avait de mailles. Je suppose que c'est parce que j'avais pas le bon échantillon et du coup j'ai dû faire voilà, un nombre de mailles différent par rapport à ma taille, mais je crois que c'est à peu près la seule modification que j'ai notée. D'ailleurs, si vous cherchez pour les manches la modification que j'ai faite, ça pour le coup j'ai regardé, j'ai rien noté donc je suis désolée, mais j'avais recalculé parce que je l'ai vu la noter dans mon petit calepin, que j'avais tout renoté à la main les diminutions que j'avais faites. Le pull RL, le voici, le voilà, c'est tout bon. Et donc, je vais vous présenter un châle que je vous avais montré, mais assez rapidement sur Instagram il y a quelques temps. C'est le châle, alors, c'est comment son petit nom? Voilà, c'est le châle, le Bennett Sister Shawl de Lindsay Fowler, qui est disponible qui était disponible en anglais. Moi j'ai tricoté en anglais. Et il est sorti en français. Mince, j'aurais dû attendre un petit peu. J'aurais dû attendre un petit peu. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai à vous dire sur ce châle. La première, c'est ça. C'est cette couleur-ci. Alors, nous avons un peu de soleil, un peu de tout. Vous voyez une couleur qui est très saturée. C'est le cas. Elle s'appelle la Watermelon Néon. C'est une laine Skein Queen Crush que j'avais achetée chez Lil Weasel il y a de ça pareil un paquet de temps. Et j'avais acheté cet écheveau dans l'idée de me faire des chaussettes. Des chaussettes qui crachent comme ça un petit peu à porter avec un jean. J'aimais bien l'idée. Puis après, bon finalement, je me suis dit... J'ai quand même un gros doute, j'espère que je vous en ai pas déjà parlé dans un ancien podcast. Il m'a pas semblé, j'ai fait une petite recherche tout à l'heure là rapidement, mais il m'a pas semblé. Mais j'ai l'impression de redire la même chose. Alors si c'est le cas, bah, j'en suis désolée, vous pouvez switcher à la prochaine séquence. Mais bon, j'ai un petit doute. Cette laine là, donc elle était prévue pour des chaussettes. Finalement, j'ai pas fait de chaussettes et je me suis dit je vais en faire un châle. Et donc le Bennett Sister Shawl, il demande... Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous utilisez la même laine partout, mais sur la moitié du châle, vous allez avoir un mohair qui va venir s'ajouter. Et du coup, visuellement, ça peut donner une légère nuance à l'entièreté de votre châle. Ou alors, vous le faites en bicolore. Voilà, donc moi, j'ai choisi de le faire en bicolore. Et voilà. Donc j'ai réutilisé, non pas cette laine-là, j'ai utilisé une autre laine que j'ai teinte. Mais effectivement, ça, il m'en restait, donc de mon RL, il m'en restait, j'avais quand même un gros reste, mais pas suffisant pour faire tout mon châle. Et c'était déjà de la DK. Et comme je voulais absolument avoir un côté non poilu, et un côté duveteux, ça m'embêtait d'utiliser ça, sinon forcément je ne pouvais pas utiliser de mohair sur la partie poilue. Donc celui-ci, je ne l'ai pas tout de suite utilisé, donc j'ai teint une base BFL, mais pas que BFL, il y avait BFL, soie et cachemire, qui est une très belle composition. Là, on a... Alors, avec le BFL, ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'adore le BFL. J'aimerais vraiment pouvoir faire un design, alors pas tout de suite, mais j'aimerais vraiment pouvoir faire un design pour vous proposer cette base-là. C'est une base qui est très, très intéressante pour les torsades, pour les jacquards. On a une luminosité dans la coloration avec le BFL qui est hyper intéressante. Et donc, ce fil-là, BFL plus soie et plus cachemire, ça fait un fil qui est quand même très rond. Et la Skein Queen, celle-ci, était également une fingering assez dodue comme ça, pourtant le métrage est de 425 mètres pour 100 grammes. On pourrait imaginer qu'elle est un tout petit peu plus fine qu'une fingering classique qui ferait 400 mètres pour 100 grammes. Eh bien non, elle est bien dodue
Et ça, c'est dû, je pense, au retors du fil. Et donc cette base BFL soie cachemire était elle aussi assez dodue. Et donc je me suis dit, bah, elle ira très bien pour être à côté de celle-ci. Et j'ai teint, encore une fois, la qualité Bel Air que j'ai en boutique, mais dans un coloris comme ça, qui va très très bien. Alors c'est dommage, mon petit sac à main il est dans l'entrée, tant pis je vais pas vous le sortir, mais il est exactement de cette couleur-ci, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu le sortir, parce que je sais plus, à un moment donné je tenais ça dans mes mains, j'avais mon sac à main qui était pas trop long, je dis oh impeccable, je sais comment je vais teindre l'autre couleur. Voilà, donc j'ai fait ça, et manque de peau, j'ai pas eu assez. Bah oui, forcément, parce que celle-ci, j'étais au bout de la pelote, j'avais 425 mètres. Et j'ai commencé par ça. Quand vous tricotez le châle, vous commencez, hop là, vous commencez par le bout, par ici. Et puis vous faites, donc il y a un côté qui est tout droit, et puis il y a vos augmentations de l'autre côté. Donc je voulais pas de reste, donc j'ai tout tricoté. Ok, je change de couleur pour faire celle-ci. Et puis bah là pour le coup moi j'avais qu'une 400 mètres pour 100 grammes, ça ne l'a pas fait, il m'en a manqué un petit peu. Donc j'ai dit bah j'ai une couleur qui est un peu approchante, vous voyez là on le voit bien à la caméra effectivement, et puis en plus de ça comme on n'est pas du tout là, ici elle fait très intense, très chaude comme couleur, même s'il y a un petit peu de soie. Vous voyez, j'ai pas la brillance que j'ai ici. Là, il y a le mohair qui vient tempérer, qui vient adoucir et qui vient envelopper la laine. Ici, on est sur une déca, 50% soie, 50% chameau. Et on voit tout de suite la brillance de la laine. Alors du coup, j'ai une belle définition de point. Bon, là aussi, hein, mais clairement, c'est pas pareil. Et du coup, pour que ça soit un peu moins violent sur la transition, j'ai décidé, j'avais un petit reste, je crois que j'ai utilisé mes petits, j'avais des petits bouts de machin. Pourquoi d'ailleurs j'avais des petits bouts de machin? Ah non, mais c'est ça, c'est que là, quand je me suis arrêtée ici, je voulais m'arrêter, je voulais finir complètement un rang, et j'ai eu peur de ne pas avoir assez pour faire un rang supplémentaire, donc j'avais un tout petit reste. Donc ça m'a permis de faire combien? De faire 2-3 rangs de point mousse. Tout le châle est en point mousse, donc ça c'est vraiment un projet zéro cerveau, et un projet qui est complètement adapté à des débutants. Voilà, tout en point mousse. Il y a un I-cord que vous faites en même temps que vous tricotez. Donc ça aussi c'est le genre de projet que j'aime beaucoup, c'est-à-dire une fois que c'est fini, c'est complètement fini. Il n'y a pas besoin de reprendre les bordures. Dans mon Lunae Shawl, comme je vous en avais parlé la dernière fois, je vais faire un I-cord parce que la finition elle est pas bien propre. Et là pour le coup, il va falloir que je fasse mon I-cord après quoi, une fois que mon châle va être terminé. Là c'est super, vous le faites tout de suite des deux côtés. Des deux côtés, vous avez l'i-cord qui se forme petit à petit. Alors les yeux pardon, les plus perspicaces, les personnes les plus perspicaces auront remarqué que j'ai fait une petite boulette. Et bah oui, j'ai fait la boulette, et puis bah tant pis, je l'ai pas reprise, quoi, je l'ai laissée telle quelle. Normalement, donc là c'est en point mousse, et puis là il y a une portion en jersey. Donc vous faites un rang en point mousse, et puis une autre partie du rang où vous continuez en jersey, etc. Et du coup, bah là vous avez un marqueur qui vous symbolise le passage du point mousse au point jersey. Et il aurait fallu que je le décale, ou je sais plus quoi. Comme c'était rédigé en anglais, il y a un truc que j'ai zappé, puis je me suis tellement reposée en me disant c'est facile, c'est zéro cerveau. Bah oui, allons-y gaiement, je me suis trompée. Donc tant pis. Moi j'ai une délimitation qui est toute droite, donc comme ça c'est vrai que c'est pas très joli, ça n'a pas trop d'intérêt. Dans le modèle, dans le patron, il est très bien expliqué que vous devez décaler, je pense, ou faire une augmentation, ou je sais plus, enfin bref, pour que ça vous fasse... En fait c'est très joli parce que ici vous avez donc du coup la pointe, et le dessin de la délimitation entre le jersey et le point mousse suit également cette pointe, donc ça c'est vrai que c'est joli. Voilà, j'ai fait des gros pompons à la fin parce que j'aime bien ça.
Et puis, et mes gros popons, du coup, je les ai faits. Alors là, j'ai pris pareil, j'avais tout un tas de laine un peu dans ces couleurs-là. Il y a aussi même un peu de rouge que j'ai utilisé parce que j'ai fait des mitaines que je ne vous ai pas encore présentées. Et j'ai même mis un peu de fil de mes mitaines, mais ça va tout bien, tout bien. Voilà. Il est très très grand par contre. Et alors moi pour le coup, c'est presque un peu trop grand à porter. Alors là vous êtes sûr de ne pas avoir froid. Je l'ai mis, c'était hier. Le mercredi, c'est la journée où j'accompagne les enfants. Je pars en général le matin, je reviens le soir. Et je passe la journée entière à vadrouiller, à les accompagner aux différentes activités. Donc j'aime bien parce qu'en plus il y a tout un moment, je crois que pendant des fois 2 heures je bouge plus. Alors je tricote, c'est trop bien, mais quand on n'est pas chez soi, eh ben, il fait un peu froid. Donc lui pour le coup, je l'emmène, on est bien, hein. On est bien, on est bien. Voilà. Ça c'est le Luna et Shawl qui est très très sympa. Le n'importe quoi, le Bennett Sister Shawl qui est très sympa et que je vous recommande quand vous voulez un projet comme ça qui vous prenne pas la tête. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je l'ai tricoté en 4 mm. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur celui-ci aussi. Je regarde parce que je suis bien capable d'en oublier. Le Luna et Shawl. Allez, je vais pas vous le présenter parce que je vous l'avais présenté l'autre fois, j'en étais au début. Et puis j'aime pas trop vous présenter des projets qui sont pas terminés. Je vais juste vous montrer où j'en suis. C'est long, c'est tout ce que je peux vous dire. Il est où? Alors, le voilà. En plus, il va peut-être même pas être très présentable. Alors, ça, je vais l'enlever parce que je commence à avoir un peu chaud. C'est super long parce que là, ça y est. Alors, par contre, je prends beaucoup de plaisir à tricoter toutes ces parties mosaïques. Hop. Donc, j'ai bien avancé, Ah, ces couleurs Noël, c'est pas possible. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour que ça me saute pas aux yeux au moment où je me suis dit, oh bah oui, je vais prendre du vert et puis une couleur un peu gris beige et puis un rouge orangé, ouais. Mais il me plaît. Et puis comme je vous avais dit l'autre fois, il ira bien avec mon manteau d'hiver. Donc là, j'en suis dans toute la partie mosaïque et c'est trop bien. Trop bien. Et si vous êtes en train de le faire, je vais juste vous... parce qu'après, au moment où je vais vous le présenter, quand je l'aurai complètement fini, j'aurai peut-être oublié d'ici là. Moi, je mets des marqueurs à chaque fois. Vous avez une répétition de motifs à refaire. Et que ça soit pour de la dentelle. Alors le jacquard, pas forcément. Quoique ça dépend. Mais là, sur ce châle-là, j'ai pas compté. Je vais vous dire à la louche. Il y a peut-être 20-25 mailles que vous devez, dans un motif coloré, qui est un coup, je glisse une maille, ensuite j'en tricote 7, ensuite 3, 5. Quoi. Rien n'a de... Rien n'est pareil. Et alors, moi c'est sûr, je vais me planter si je mets pas des petits marqueurs. Et de toute façon, j'ai l'habitude de mettre des petits marqueurs. Donc sur... hop là, à chaque fois, comme ça, je vois tout de suite si je fais une erreur. Et du coup, ça se passe bien. J'ai pas trop de problèmes. La mosaïque, petit rappel, c'est une alternance de couleurs, mais qui n'a rien à voir avec le jacquard. En fait, vous ne tricotez qu'un seul fil. Donc, la fois où le rang est en dominance grise, je ne tricote que les mailles grises et je dois glisser certaines mailles rouges. Et inversement, quand je suis sur le rang rouge, etc. Et pareil, alors je vais vous montrer comment je me suis organisée. Hop, alors c'est pas très présentable, mais je fais ce genre de truc. Ce genre de petits trucs comme ça. Alors, je sais pas si du coup, moi, mon retour, il est à l'envers. J'espère que chez vous, vous êtes à l'endroit. Je me marque, donc là, vous voyez, j'ai marqué par exemple rang machin. Allez hop, je suis sur du gris. Ok.
Je me suis mis en haut et en gros les chiffres. Donc là, par exemple, je dois glisser, du coup, là, vu que je suis sur du gris, je dois glisser 2 mailles rouges. Et puis tous mes chiffres en couleur, pardon, ce sont le nombre de mailles que je dois tricoter dans ma couleur du rang. Donc là, je dois tricoter 5 rangs, j'en glisse. Alors je vois plus trop ce que je vous montre. J'en glisse 3, j'en tricote une, j'en glisse tant, j'en tricote 3, blablabla, etc., etc. Et du coup, j'ai ça à côté de moi. Et c'est quand même beaucoup plus simple parce que le diagramme du châle, il est quand même assez gros. Et même en imprimant. Alors au début, moi, tous mes patrons, je les imprime en format, je crois que c'est le A5. Oui, c'est ça, en A5. Donc du coup, j'ai 2 pages sur une page A4. Alors là, le diagramme final, là, celui-ci, là, de la grande mosaïque, mais impossible de lire là-dessus. Vous avez les yeux qui croisent, hein. C'est pas possible. Donc même, après, je l'ai imprimé juste le diagramme en format A4, et même en format A4, je peux pas suivre ça. Vous savez, quand vous êtes en train de tricoter, vous passez du tricot que vous avez sous les yeux, hop, la feuille qui est là en train de lire, quoi. Moi, je devrais porter un peu plus souvent mes lunettes. C'est compliqué du coup comme ça. Donc j'ai fait cette petite astuce pour que ça soit plus simple et j'ai juste ça à suivre. Et puis déjà ça m'emmène pendant un moment, hein, parce que les rangs sont longs, j'ai presque 400 mailles. Donc j'ai de quoi faire. J'écris pas juste pour quelques mailles. Ça m'emmène et puis pour les 2 rangs en plus de ça, donc c'est très bien. Voilà, je vous en parlerai. J'espère vraiment que la prochaine fois, il sera terminé au prochain podcast, que je puisse enfin vous le montrer tout terminé, parce que je l'ai commencé au mois de juillet. Voilà. Voilà pour les ouvrages tricotés et les laines qui vont avec. J'aimerais maintenant vous faire un petit point sur le style knitting. Alors si vous n'êtes pas intéressé par ma jeune entreprise, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et puis on se retrouvera la prochaine fois. Pour les curieuses, ou pas que, parce que finalement quand je parle du style knitting, je ne parle pas que de ce que j'ai. Ce n'est pas une présentation de ma page internet, du site internet, ça n'aurait aucun sens. C'est une façon de vous expliquer comment elle fonctionne, d'accord, mais aussi pourquoi j'ai fait ces choix-là, pourquoi telle base, pourquoi tel coloris, puis je parle aussi des constructions des pulls. Donc c'est vrai que ça peut avoir un côté comme ça un peu réclame, mais comment dire, je veux quand même vous le faire, ce côté réclame, parce que déjà d'une, c'est une fenêtre que je m'octroie et qui me permet de vous parler directement sur Instagram. Je ne peux pas comme ça m'exprimer dans des détails, et puis c'est comme quand on rédige un SMS. Moi des fois j'ai un peu du mal, je préfère presque prendre mon téléphone pour vous parler, pour parler à la personne à qui j'ai envie de dire quelque chose, parce que si c'est pour dire oui, on se retrouve à telle heure, ou tiens, le patron va sortir, j'arrive bien à utiliser ce moyen-là. Mais sinon, je trouve que quand j'ai des choses à vous faire passer ou à vous expliquer, je trouve que quand même comme ça, avec les vidéos, c'est plus direct. Et puis je pense que vous percevez un peu plus ce que je veux transcrire dans les patrons. Donc ce moment du podcast est pour moi clairement la possibilité de vous présenter les choses telles qu'elles sont, et pas juste une photo avec une petite explication en bas qui serait à mon sens pas assez, tellement j'ai envie de vous expliquer, de vous dire des choses. Donc voilà. Et puis l'autre chose que je voulais vous dire, c'était quoi ? Je ne sais plus. Donc, le style knitting, oui. Je vous remercie mille fois pour la sortie du Fluffy qui s'est trop bien passé. Je suis vraiment super contente. Apparemment, il vous a beaucoup plu. J'avais lancé un cal qui se termine, je crois, là.
aujourd'hui, demain, après-demain ou avant-hier. Quoi, c'est là. Et vous avez été plusieurs à y participer, c'était super sympa. Et puis c'est bien parce que c'était... j'ai pu avoir quelques petits échanges avec vous. C'était voilà, super chouette comme je l'imaginais. C'était trop chouette. Bon, il y en a qui continuent à le faire. Si vous voulez faire le pull fluffy maintenant, bah, c'est pas grave. Et n'hésitez pas par contre à aller consulter la page Ravelry parce que peut-être que vous verrez des questions que se sont posées certaines filles et puis les réponses apportées. Et voilà, c'est toujours, moi j'aime bien utiliser quand même Ravelry, que ça soit de différentes manières pour rechercher un patron, pour ensuite voir ce qu'a donné le patron métricoté dans différentes laines, les choix de laine qui ont été faits en telle ou telle fibre. Et puis pourquoi pas aussi consulter les forums qui sont vraiment une mine d'informations quand vous voulez faire un modèle. Et puis voilà, quoi, si vous vous intéressez à l'univers du tricot, de toute façon, Ravelry, on peut se perdre des heures et des heures dans les méandres de Ravelry. Tout ça pour vous dire, donc le local se termine, c'était une ambiance qui était bien sympathique, je remercie toutes celles qui ont participé. Je ne sais pas encore si je le ferai pour tous les autres pulls ou ouvrages, enfin bref. J'aimerais bien parce que c'est quand même la possibilité d'être en lien direct et je me dis que quand vous tricotez un pull d'une designeuse, est-ce que vraiment vous allez poser une question à la designeuse quand vous avez un petit doute? Je suis pas sûre. Quoi, moi, en tant que tricoteuse, faut vraiment que j'ai un gros problème pour... et du coup, ça m'est jamais arrivé d'aller jusqu'à poser la question à la designeuse. Alors, je me dis que le cal, c'est quand même la possibilité que vous puissiez qu'on puisse échanger, que je puisse vous rassurer, que je puisse vous dire oui, c'est bon, continue sur ta lancée ou bah, fais attention à ça. Et c'est vrai que c'est quand même comme ça que j'envisage les patrons que je vous propose, c'est d'essayer de vous proposer un accompagnement. C'est pas juste une lecture de patron. Bon, alors voilà, si ça résonne en vous, vous me le dites. Encore une fois, si vous trouvez ça bien de lancer un petit cal à la sortie de chacun des patrons. Voilà. Ce qui explique aussi mon retour un peu tardif ici sur le podcast, ça a été plusieurs choses. Ça a été la teinture d'Hélène du coup que vous m'avez commandée. Mille merci de m'avoir fait confiance et puis et alors là c'est trop chouette de pouvoir découvrir quand vous me taguez sur Instagram. Je peux voir du coup déjà rien que de les voir arriver chez vous. Je trouve ça mais surréaliste de voir que ouais, si je les avais il y a 2 jours chez moi et hop là elles sont chez vous et ça y est, ce sont vos laines, vous les êtes appropriées et ça c'est vraiment hyper quoi. Moi ça me fait vraiment plaisir de voir ça, donc n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, c'est on va dire le seul réseau comme ça où j'arrive à suivre. Voilà, donc ça c'est trop bien. Et je sais plus pourquoi je disais ça encore. Oh, c'est l'épisode de je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ça doit vous agacer, je suis désolée. Je m'en excuse. Mais comme j'ai toutes les idées qui prennent 50 chemins dans mon cerveau, bah voilà, c'est ce qui arrive quand on s'éparpille. Donc voilà, donc j'ai fait du coup beaucoup de teinture et puis j'ai aussi mis en place le deuxième, alors je peux vous le dire, ça sera donc un pull. Vous avez peut-être dû voir passer l'appel au test qui est passé il y a peut-être 2 semaines maintenant sur Instagram. Et j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé pour participer à la période de test, si vous voulez être au courant de l'actualité du Still Knitting en avant-première, allez vous inscrire à la newsletter sur www.lestillknitting.fr. C'est en page d'accueil. Tout de suite sur la page d'accueil, vous faites défiler un tout petit peu, puis là il y a s'inscrire à la newsletter, vous vous inscrivez et de cette manière vous recevrez les appels au test ou quand il y a des choses comme ça qui arrivent. Je ne bombarde pas de newsletter
parce que je le fais que quand vraiment il y a un gros truc à dire. Et puis en plus de ça, je suis limitée sur le nombre d'envois. Donc je peux en envoyer que 3 par mois. Donc si j'en envoie une, ça sera le bout du monde. Voilà. Ça m'énerve d'être aussi nulle là de chercher. Donc inscrivez-vous à la newsletter. Vous aurez du coup donc ah oui, et puis si, faites attention parce que des fois ça peut aller dans vos spams. Donc il y a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit mais j'ai pas reçu. Moi j'ai été vérifier, le mail était bien parti, mais pour le coup c'est arrivé dans les spams. Donc en général ce que je vais faire et ce que j'ai fait aussi là, c'est que sur Instagram je vous dis l'appel au test va avoir lieu, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à la newsletter. Et de cette manière, vous pouvez surveiller votre boîte aux lettres et aller consulter vos spams si vous cherchez le fameux mail. Voilà. Et ensuite, quelques jours après, donc j'ai fait l'appel au test sur Instagram. Et ce qui a permis de combler les petites tailles manquantes. Alors, j'aimerais vous parler d'un truc qui me pose un peu souci. C'est que j'ai essayé pour celui-ci, pour le deuxième pull, de vous faire... de proposer cette taille. Alors cette taille qui vont d'un tour de poitrine 70 à un tour de poitrine 130 ou 140. Mince, j'ai un doute. Bon, enfin bref. Ça a été très compliqué de trouver, et d'ailleurs sur la taille 70, j'aurai peut-être une personne dans quelques jours, mais j'aimerais dans l'idéal avoir à chaque fois 1 à 2 testeuses par taille. Et dans la plus grande taille, j'ai personne également. Donc je vous le redis, si vous avez un tour de poitrine qui fait, je crois que c'est 140, j'ai un doute mais je suis quasiment sûre, c'est ça, qui fait 140 ou 70, contactez-moi envoyez-moi un mail, retournez voir sur Instagram, j'ai mis le post où vous pouvez me mettre toutes les petites informations que je demande pour... candidater à cet appel au test. Et donc oui, c'est vrai que, alors je me rends bien compte que un design ira mieux sur telle ou telle morphologie. Donc bien sûr, c'est sûr que ce que je vous propose là pour ce pull-ci, vous vous dites ah mais moi ça va pas m'aller, etc. Donc je fais l'effort de le proposer dans un large panel de taille parce que pour moi c'est important, c'est du fait main, c'est l'occasion de pouvoir s'habiller, que vous fassiez effectivement, bon là sur celui-ci du 70 au 140 de tour de poitrine, mais c'est compliqué si derrière j'ai pas de testeuse. Donc je continuerai pour les prochains pulls à essayer de proposer un large éventail et j'espère avoir le plus de testeuses possible sur ces tailles un peu... sur la plus petite et sur la plus grande taille et je serai attentive s'ils n'ont pas été testés dans cette taille là, je serai attentive si vous m'achetez ce patron dans ces tailles qui n'ont pas été malheureusement testées parce que j'ai pas eu de testeuse, je serai attentive et je peux vraiment être hyper disponible pour vous accompagner si vous vous décidez finalement un peu plus tard ou si tout simplement l'idée d'être dans une phase de test pour une taille 140 de tour de poitrine, vous vous dites j'ai pas envie de me planter, ça je peux le comprendre. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à me solliciter si le cas se présente et si j'ai pas eu de testeuse jusqu'au moment où je mettrai en vente le patron. J'ai choisi de l'appeler Sherpa ce pull. Je vais le faire très court parce que je vous en reparlerai au moment de la sortie. Comme vous le savez, j'ai vécu 10 ans en Haute-Savoie. Alors, les Sherpas, il n'y en a pas en Haute-Savoie. Mais le Sherpa tel que je l'imagine... Alors bon, moi forcément, j'habitais j'avais une maison qui était à flanc de colline. Il y avait les montagnes, tout ça, c'était magnifique. Et dans ce pull, j'ai voulu retranscrire... les montagnes que je voyais et puis des fois c'était tellement beau quand il y avait des nuages dans la vallée, moi j'avais comme l'impression qu'il y avait un lac, c'est-à-dire il y avait les montagnes et puis tout d'un coup ma maison se retrouvait au bord d'un lac parce qu'en fait il y avait tous ces nuages qui tapissaient la vallée et donc c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans ces motifs sommets qu'on peut retrouver au niveau du col et puis au niveau du poignet. J'ai voulu faire
un petit motif de texture dentelle sur la bordure avant et arrière parce que je le trouve, voilà, ça me plaisait, j'aimais bien, je voulais mettre un petit peu de nope mais pas trop. Et, autre détail qui me tenait à cœur, je voulais faire de la broderie sur ce pull. Absolument, absolument. Et ce qui explique pourquoi j'ai choisi une base bien particulière qui est la base mèche DK. Donc c'est un fil single. Ça c'est pour moi quelque chose d'important parce que du coup la broderie vient se placer bien à plat. Voilà, voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez voir sur YouTube, j'ai fait une vidéo d'accompagnement pour les broderies. C'est une vidéo que vous pouvez utiliser pour, j'ai envie de dire, pour n'importe quel pull finalement. Elle est accessible voilà, de façon libre et vous pouvez vous l'approprier. Je vous donne des notions surtout de placement. Je ne suis pas une experte de la broderie. Comme vous l'avez compris, tout ce qui est crochet, broderie, en fait tout ce qui n'est pas tricot, c'est un peu compliqué. Des fois je me donne des petits challenges, j'ai quand même envie voilà, de faire des choses. Mais là, l'œil que j'essaye de vous apporter, quoi, ce que j'essaye de vous apporter, c'est mon œil sur le placement. J'ai été pendant vraiment beaucoup d'années professeur d'esthétique spécialisée en maquillage professionnel, notamment maquillage, tout ce qui était body painting artistique. Et je m'éclatais sur les couleurs, je m'éclatais sur les textures. Et après, une fois que vous maîtrisez ça, l'intérêt c'est comment le placer sur un corps, comment le placer sur un volume. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Par exemple sur un visage, on ne va pas coller quelque chose comme ça, on ne va pas faire un motif en plein milieu du front, ça n'a pas de sens, ça aplatit, ça écrase, voilà. Par contre on va venir le mettre en contour du regard ou sur certaines parties selon les motifs que ça va être. Et là du coup dans cette petite vidéo, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire, c'est de vous apporter des éléments de positionnement, de grosseur, de jouer sur les différences de grosseur de fleurs, et pour avoir un motif qui s'intègre et qu'on n'ait pas l'impression qu'il soit voilà, plaqué sur un pull. Ça pour moi ça n'a pas de sens, c'est pas morphologique, c'est pas intégré, voilà. Donc essayez de vous exercer pourquoi pas sur un petit échantillon déjà pour commencer, pour juste savoir faire la fleur. Mais alors la fleur elle est ultra basique, celle que je vous montre dans le patron et celle que j'utilise d'ailleurs sur le pull, mais elle a tout son sens et quelque chose de très simple peut avoir vraiment un super effet s'il est positionné harmonieusement. Je vais vous le montrer. Hop. Donc voilà le pull Sherpa. Je vous l'enfile pour vous le montrer et pour vous expliquer. C'est surtout la broderie que je vais vous expliquer aujourd'hui parce que même si le pull, là pour l'instant, il est en test, il n'est pas encore sorti, mais je me dis que cet exercice de broderie, vous pouvez vraiment le faire sur n'importe quel pull. Et du coup, vous avez, si ça vous intéresse, c'est vraiment quelque chose de sympa à faire sur n'importe quel pull. Donc, je m'approche un petit peu. Mes fleurs sont clairement perfectibles, on est d'accord. C'est vraiment pas quoi. J'ai pas fait quelque chose de fou sur la broderie parce que je ne sais pas. Je ne suis pas experte là-dedans. Mais par contre, si vous le mettez comme une grappe un petit peu en variant des endroits où il y en a un peu plus, d'autres un peu moins, ne pas hésiter à des fois les faire se chevaucher ou les faire respirer à d'autres, et bah du coup on a un positionnement qui est quoi, voilà, que moi j'aime bien, qui est sympa. Et donc, vous voyez ce petit motif de... donc là, j'ai la montagne, on imagine. Et puis ça, c'est le petit... je trouvais ça très intéressant, pareil, de poursuivre le motif en côte-torse sur le corps du pull. J'ai choisi également de faire la même chose ici. Et comme je le dis dans la vidéo sur YouTube où je vous apprends à positionner pour donc broder des fleurs, j'ai très envie de broder quelques fleurs là sur un poignet. Alors je ne le ferai pas sur celui-ci, j'ai très envie de le faire, vous vous en doutez bien, sur celui-ci, parce que là, un tricot, comment vous dire, en général, on va jouer la symétrie, il faut quand même une certaine
logique et tout est calibré, bon voilà, ok. Mais là, c'est de la broderie. Donc la broderie, c'est pas fait pour être tout encadré. Là, justement, c'est le côté artistique qui parle. Et là, vous pouvez vraiment vous amuser. Et donc, je trouverais ça dommage de le mettre du même côté. Moi, je trouverais ça... donc, peut-être qu'au prochain épisode, vous me verrez avec le pull Sherpa et des broderies ici qui vont venir à côté, accompagner comme ça le motif sommet du poignet. Je vous montre, oula, aïe, me fait mal. Je vous montre rapidement. Alors là, sur ma jupe, c'est pas tip top, mais je vous montre le bas du pull. Pareil, tout en côte torse, des petites noppes juste aux interstices, un petit motif de dentelle très simple, quelques jetés, c'est franchement pas grand chose, des augmentations, des diminutions, des jetés, quoi, ce qu'on retrouve dans une dentelle finalement assez classique. Et j'ai voulu faire une fente ouverte sur le côté. Voilà, avec un dos du coup un peu plus long que le devant. Et voilà. Et voilà. Je vous reparlerai pareil de cette qualité de dingue que j'adore et qui est très très accueillante et confortable à souhait pour passer l'hiver. Un petit col montant mais qui n'est pas du tout un col roulé. Je ne voulais pas d'un col roulé, je voulais d'un col qui se tienne et qui soit un peu dégagé au niveau du cou. Enfin voilà, on va se quitter comme ça. Bah oui, ouais, on va se quitter comme ça sur le Sherpa. Et si vous aimez ce que je vous propose, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et à vous abonner. Je sais que quand vous regardez sur la télé, c'est pas du coup du tout ce que vous pouvez faire, mais si vous êtes sur tablette, sur smartphone, c'est la possibilité pour ma chaîne d'avoir de la visibilité et un petit commentaire ou pas, c'est toujours le bienvenu. Par contre, si c'est ça que je voulais vous dire, les personnes qui me mettent un pouce vers le bas, aucun problème, vous êtes libre de le faire, mais juste un pouce vers le bas sans me dire ce qui va pas, je comprends pas. C'est-à-dire qu'on me mette pas de commentaires positifs ou qu'on me dise pas « Ah, c'est super ce que tu fais, Florence !» Voilà, c'est pas grave, ça me fait plaisir, mais je veux dire, c'est pas pareil, voilà. Là, qu'on me mette un pouce vers le bas, ok, mais dites-moi du coup l'axe sur lequel je dois m'améliorer. Alors, je sais que je dis beaucoup « voilà. Ça, c'est très compliqué parce que vous voyez, même après 8 épisodes, l'épisode doit en être truffé. Mais juste, faites pas ça gratuitement. Moi, je comprends pas c'est comme, vous savez, ceux qui mettent des sales notes à un restaurant, mais sans justifier. Je comprends pas la démarche du négativisme juste, voilà, et sans l'expliquer. Donc, j'accepte la critique et c'est cool et hyper constructif justement quand elle sert à quelque chose, mais là, voilà. Bon, j'en ai pas non plus 50 des pouces vers le bas, mais voilà. Quoi, vous avez compris où je veux en venir. Je vous remercie pour celles qui sont et ceux qui sont restés jusqu'ici avec moi. C'est un épisode du coup très très long. Je pensais pas très long par rapport au précédent. On se retrouvera normalement au mois de novembre. Et d'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances ou une bonne période automnale au coin de la cheminée, près du radiateur ou derrière la fenêtre au soleil. Et je vous embrasse bien fort, je vous remercie et on se revoit bientôt. Allez, partagez et tricotez!